C'est bon? On peut commencer. D'accord. Nous allons continuer notre cours sur la chimie organique. Nous avons fini les 3 premiers chapitres. Nous allons continuer sur le chapitre 4, qui est les acides alpha-aminés. Avant ça, nous allons dégager quelques objectifs pédagogiques. Définir ce que c'est un atome de carbone asymétrique. C'est quoi un échantillomère, un enantiomère, chiralité et activité optique. Nous allons définir également c'est quoi exactement un acide alpha-aminé. Nous allons essayer de faire des représentations de fichiers des acides alpha-aminés et étudier quelques propriétés chimiques des acides aminés. Avant cela, nous allons commencer avec un grand 1, quelques notions de la stéréochimie. C'est quoi exactement la stéréochimie? La stéréochimie, c'est l'étude des positions de l'espace de différents atomes dans une molécule et leurs propriétés qui en découlent. Après cela, nous allons voir c'est quoi un atome de carbone asymétrique. Un atome de carbone asymétrique, c'est un atome de carbone tétragonal ou bien tétraédrique lié à 4 groupes ou 4 atomes différents. On les note C avec une étoile ou bien un astérisque en indice, en exposant. Donc par exemple, quand on prend la molécule de CH3CH, COOH, et puis en position 2, on a un groupe OH. Quand on remarque, on a un atome de carbone dont les 4 liaisons sont différentes. Donc, du coup, cette molécule-là possède un atome de carbone asymétrique. Maintenant, nous allons voir c'est quoi un énantiomère. Une molécule qui possède un atome de carbone asymétrique. Pour la représenter, on peut la faire de 2 façons. 2 façons qui sont non superposables entre elles. C'est comme si on prend par exemple notre main, on ne peut pas superposer nos mains et avoir la même chose. Ou bien comme ça. Donc, une molécule est dite énantiomère lorsqu'elle n'est pas superposable à son image par rapport à un miroir. Alors, nous avons pris par exemple deux corps ou bien 2 molécules. Nous avons par exemple la première molécule, quand on fait la représentation spatiale de cette molécule, on fait l'image par rapport à un miroir, on va voir que c'est une molécule, la même formule brute, mais on peut avoir 2 molécules différentes qui sont non superposables. Ces 2 molécules-là sont appelées énantiomères. Donc, le mélange de ces 2 énantiomères-là est appelé un mélange racémique. Nous allons voir également c'est quoi la chiralité. Un objet non superposable à son image dans un miroir est dit chiral. Lorsque 2 molécules sont des énantiomères, chacune d'entre elles est chirale. Et la présence de l'atome de carbone asymétrique est la cause de cette chiralité. Nous allons voir également l'activité optique. C'est quoi l'activité optique? Par exemple, le pouvoir rotatoire des molécules. Lorsqu'une substance qui est traversée par une lumière polarisée provoque une rotation du plan de vibration d'un angle alpha, on dit que cette substance est dotée d'une activité optique. Voilà. Et possède de cela un pouvoir rotatoire. Si par exemple l'envoie la rotation se fait vers la droite, par exemple sens de l'aiguille d'une montre, on dit que la substance est dite destrogir et on met entre parenthèses plus. Lorsque c'est le sens contraire, on dit que la molécule est lévogir et entre parenthèses moins. On la note moins, lévogir moins. Les énantiomères sont des activités optiques, l'un plus et l'autre moins. Le mélange de 50%, nous avons dit 50% de ces molécules énantiomères, nous avons dit appelé
mélange racémique, ce mélange-là n'est pas optiquement optique. Voilà. Après ça, nous avons vu dans l'objectif quelques notions sur la chiralité, la stéréochimie. Nous allons aborder maintenant exactement les acides alpha-aminés. En définition, d'une manière générale, un acide aminé, c'est un corps, un composé organique possédant à la fois la fonction amine et la fonction acide carboxylique COH. Maintenant, il est dit alpha-aminé lorsque en position alpha, c'est-à-dire sur l'atome numéro 2, il y a eu une substitution d'un H par une fonction amine. Donc, ici, par exemple, voilà l'atome de carbone numéro 1. En position 2, c'est ça qu'on appelle la position alpha. Il y a la fonction amine. C'est pourquoi il est dit acide alpha-aminé. Donc, la formule générale, en principe, c'est RCH-NH2OH. Et là, leur masse, leur formule brute, et c'est NH2N plus N, NO, voilà, et O2N. Et leur formule brute, ou bien leur masse molaire est égale à 14N plus 47. Donc, il existe des acides bêta-aminés où, par exemple, la position numéro 3, qui est appelée la position bêta, est dotée de la fonction amine appelée les acides alpha-bêta-aminés. En nomenclature, c'est très simple. La nomenclature des acides alpha-aminés, c'est comme des acides carboxyliques. Nous avons vu les acides carboxyliques sont des acides faibles, comment on appelle leur nomenclature est fait par exemple acide alcanoïque. Donc ici, on considère la position, les substituants NO2 comme étant un groupe alkyle et on indique sa position. Par exemple, le premier, par exemple, HCO, NH2COH, par exemple, il est appelé acide 2-amino, parce que c'est sur la position 2 qu'il y a la fonction amine, donc 2-amino-éthanoïque. Or, s'il n'y a pas le NH2, il est tout simplement appelé acide éthanoïque. Maintenant, la position numéro 2, NDH, est remplacée par une fonction amine. Du coup, on doit désigner cette fonction amine-là. Donc, elle est appelée acide 2-amino-éthanoïque. Donc, d'une manière générale, ce sont des acides 2-amino-alcaloïques. Voilà. Par exemple, quand on prend cet acide aminé, le nom de cet acide-là, acide 2-amino-alcaloïque, éthanoïque, il est appelé également la glycine et noté GLY. Quand je prends le deuxième exemple, par exemple CH3, CH3, CH, NH2COH, il est appelé quoi? Acide 3-amino méthylbutanoïque ou bien la vanille. Donc ici, c'est quoi? On numérote 1, 2, 3, 4. Sur la position 2, il y a la fonction amine, de amino. Et ici, sur la position 3, il y a le groupe méthyle. Du coup, on aura tout simplement acide 2-amino, 3-méthylbutanoïque et le nom de cet acide est appelé la vanille. Quand je prends l'exemple numéro 3, j'ai CH3, CH, NH2, COH, j'ai la fonction amine sur le numéro 2, j'ai tout simplement acide 2-amino-propanoïque et c'est ça qu'on appelle nalinine. Donc je prends également l'autre exemple, un autre exemple, CH3, CH, COH, CH3, CH2, COOH, NH2, il est appelé acide 2-amino 4, la position 4, 4-méthyl pentanoïque ou bien la leucine notée LEUCE.
U. J'ai un autre exemple. Maintenant, 1, 2, 3 et un groupement phényl sur le numéro 3, j'aurai tout simplement acide 2 aminé 3 phényl propanoïque. Ainsi de suite. Voilà. D'une manière générale, le nom des acides alpha-aminés sont tout simplement acides 2-amino-alcaloïques. Ou bien, s'il y a des suffisants, acide 2-amino N1, alkyle 1, N2, alkyle 2, maintenant alcaloïque. Voilà. La structure de ces... On va voir un peu plus loin la structure carbone asymétrique. À l'exception, par exemple, quand on prend les acides alpha-aminés, à l'exception de la glycine, tous les acides alpha-aminés possèdent ce qu'on appelle un atome de carbone asymétrique. Du coup, ils sont des molécules chirales ou bien ils sont des énantiomères. Donc, nous avons vu comment on appelle ça la glycine. La glycine, ici, il y a l'exception NH2, COH. Quand on regarde, cet atome de carbone-là n'est pas asymétrique parce que tout simplement, il y a deux groupes, il y a deux H qui sont identiques. Du coup, pour qu'ils acquièrent l'activité chirale, il faut que les 4 groupements sont différents. Et du coup, il y a 2 groupements qui sont la même chose, à l'occurrence hydrogène. Du coup, cette molécule-là n'est pas chirale, donc cette molécule-là ne possède pas des énantiomères. Voilà. Donc, nous allons voir également la représentation spatiale. Par convention, on dispose la molécule d'acide alpha-aminé de façon suivante. Le groupe carboxyle et le groupe carboxyle COH est placé en haut et le groupe alkyle R est placé en bas. Voilà. Et ces deux groupes COH et R sont situés en arrière des plans. Nous avons vu en classe, si on représente par des tirets, cela veut dire qu'en représentation spatiale, le groupement en question est en arrière du plan. Maintenant, le groupe amino et l'autre groupe H ou bien l'hydrogène sont placés en avant du plan, de manière horizontale, en arrière du plan. Donc, du coup, on aura l'atome de carbone asymétrique, et l'atome de carbone asymétrique, ici, le COH et le R sont en arrière du plan et l'autre sont devant le plan. L'image par rapport à un miroir, ça va donner l'autre énantiomère, soit L ou bien D. Voilà, nous allons voir maintenant, se basant de cette représentation spatiale, nous allons essayer de faire la représentation de Fischer d'une molécule d'un acide alpha-aminé. Pour obtenir la représentation de Fischer, on projette tout simplement dans le plan orthogonal la représentation spatiale. Du coup, on aura dans un même plan tous les groupes, y compris l'atome de carbone asymétrique qui est ici, au centre de plus. Donc, on regarde, lorsque le groupe NH2 et H sont en arrière, sont de manière horizontale, et l'autre groupe, la chaîne carbonée, COH, R, l'atome de carbone asymétrique et R sont de manière verticale. Donc, R est différent de H, du coup, on a un atome de carbone qui est asymétrique, donc la molécule est chirale. Donc, nous allons voir, lorsque la configuration, lorsque le NH2 est à droite, on a ce qu'on appelle la configuration D, d'estrogir, et lorsque il est à gauche, on a la configuration qui est L. Voilà, c'est ce qu'on vient d'expliquer. Deux énantiomères ont des représentations spatiales différentes. L'énantiomère dont le groupe amino se projette vers la droite de la représentation de Fischer est nommé D.
on dit qu'il a la configuration D. Lorsque l'énantiomère dans le groupe amino se projette à gauche dans la représentation des Fischer, dans la représentation des Fischer, il est nommé L et on dit qu'il a la configuration L. Par exemple, on prend le cas de la vanilline. La vanilline, c'est CH3, CH, CH3, CH, NH2, COH. Donc, quand on fait la représentation de Fischer, nous allons voir, nous avons dit que le groupe carboxylique, l'atome de carbone asymétrique et le groupement R, par exemple ici, il est considéré l'ensemble comme un groupement R, c'est ça qui est ici, donc ils sont verticales, et NH et H et NH2 sont de manière horizontale. Donc quand on regarde, le NH2 est vers la droite, du coup on a deux valignies, et lorsque le NH2 est à la gauche, on a la L-valignie. À remarque, il n'existe pas de relation précise de configuration L ou D d'un acide alpha-aminé et son caractère destructif ou bien lévogyne. Par exemple, la L-aniline est destructive. La L-aniline est destructive. Donc, à l'exception de la glycine, tous les acides alpha-aminés sont chirales. Donc, car ils possèdent un atome de carbone asymétrique. Du coup, il possède également une activité optique et donc deux énantiomères distincts. Tous les acides alpha-aminés naturels sont généralement de configuration L. Voilà, nous allons voir après cela les propriétés chimiques des acides alpha-aminés. Donc, nous allons voir propriétés acido-basiques, caractère ampopyle des acides alpha-aminés. La molécule d'acide alpha-aminé contient un groupe carboxylique COH, groupement acide, donc donneur de protons H+, un groupement amino basique, accepteur de protons H+. La proximité de ces deux groupes facilite des transferts intramoléculaires entre la molécule même de protons H+, du groupement acide vers le groupement amino. On a ainsi un équilibre chimique suivant l'équation RCHNH2 COH qui va donner H+. Lorsque le N récupère, comment on appelle les protons ici de la fonction acide, on aura ce qu'on appelle un ion dipolaire. L'ion dipolaire est appelé ampion ou bien zytterium. À l'état pur, les acides alpha-aminés se présentent principalement sous forme d'ampion ou bien sous forme de zytterium. On va voir en B les acides alpha-aminés en solution aqueuse. Donc les acides alpha-aminés sont très solubles dans l'eau, et s'y trouvent principalement sous forme d'ampion, c'est ce que nous avons vu un peu haut. Au point de vue acido-basique, l'ampion, comme la forme moléculaire, peut être considéré soit comme une base susceptible de capter un proton H+, par exemple, on aura, nous avons ici l'ampion plus H2O. Si c'est une base, il va récupérer, comment on appelle ça, un H+. Du coup, on aura, cette fonction-là sera acide. Voilà, il va prendre un H+, de l'eau, et on aura la production de OH-. Quand on définit ainsi le couple CH, comment on appelle, acide-base, donc l'acide de l'ampion, de constante Ka ou bien pKa, de constante Ka avec le pKa est égal à moins log de Ka. Si R est un groupement alkyle, je dis bien est un groupement alkyle, notre pKa doit se retrouver entre la valeur 2 et 3. L'ampion peut être considéré soit comme un acide,
susceptible de céder un proton. Du coup, on a l'ampion plus H2O, il va céder un proton. Donc, on aura ici la forme basique de notre ampion et plus H3O+. Donc, on définit un couple acide-base. Notre ampion est la base. Donc, des constantes d'acidité Ka2 avec pKa2 est égal à moins log de Ka2. Si R est un groupement alkyle aussi, on aura la valeur de pKa sensiblement égale à 10. Nous allons voir le domaine de prédominance de l'acide alpha-aminé. Donc, du coup, nous avons dit qu'il se présente sous forme d'un pion. Donc, si on augmente le pH, on va voir qu'il va se représenter sous forme d'anion. On aura RCH, NH2OH. Puis, si on a dans les conditions de pH inférieures, on aura la forme RCH, NH3COH, donc la forme acide. En solution aqueuse, les acides alpha-aminés se présentent sous 4 formes. La première forme, cette forme naturelle, RCH-NH2, COH, cette forme est minoritaire quel que soit le pH de la solution. Maintenant, lorsque cette forme RCH-NH3COO-, cette forme, la forme ampion, est majoritaire. Et si le pKa est inférieur à pH et inférieur à pKa2, on aura la forme acide. Si cette espèce est majoritaire, on a la forme acide, par exemple RCH-NH3COH, cette forme est majoritaire si le pH est inférieur à pKa1. Et enfin, on a cette forme RCH-NH2COO-. Cette forme est majoritaire si le pH est supérieur au pKa2. Et nous allons voir en dernière partie la condensation des molécules d'acide alpha-aminé. Nous allons voir en première partie ici la liaison peptidique ou bien les dipeptides, la formation des dipeptides. La liaison peptidique réside de l'élimination d'une molécule d'eau entre le groupe carboxylique, donc CO2H, d'une molécule d'acide alpha-aminé et le groupe amino d'une autre molécule d'acide alpha-aminé. Donc, on a par exemple l'acide alpha-aminé 1 et 2. Donc, ici, il va céder le OH et l'autre, il va céder un H pour éliminer de l'eau. Et on aura ce qu'on appelle un dipeptide. Et ici, on a la liaison, ce qu'on appelle la liaison peptidique. Donc, N, H, C, H. Cette liaison-là entre le N et le C de l'autre acide alpha-aminé, c'est ça qu'on appelle la liaison peptidique. La molécule obtenue est un dipeptide et le groupe CONH2 qui lie les deux acides alpha-aminés est appelé liaison peptidique et c'est un groupe amide. Et nous avons vu réellement ce que c'est une amide la dernière fois. Voilà, nous allons voir la polycondensation, la formation des polypeptides. On a plusieurs acides alpha-aminés qui vont se condenser pour donner une longue chaîne de liaisons peptidiques et plus un certain nombre de molécules d'eau. Par exemple, on a plusieurs acides alpha-aminés qui vont se condenser entre elles pour donner une longue chaîne de liaisons peptidiques, ce qu'on appelle polypeptides, plus un certain nombre de quantités d'eau, NH2O. Donc, du coup, on note notre polymère, par exemple, les monomères de ces deux acides alpha-aminés, plus une liaison peptidique entre les deux. Donc, on a par exemple l'acide alpha-aminé 1, ou bien si c'est une seule molécule
on veut avoir un polymère qui est homogène, par exemple, on prend une seule molécule. Si une seule molécule des acides alpha-aminés, si on veut avoir un polymère qui n'est pas homogène, on prend plusieurs acides alpha-aminés dont on fait la condensation. Donc ici, nous avons pris l'exemple d'une seule molécule d'acide alpha-aminé, par exemple ça, qui a un groupe R1, un groupe R1. Donc plusieurs molécules de cette espèce d'acide, nous allons la condenser entre elles et on aura un polymère à longue chaîne de cette molécule monomère. Donc, on obtient un polypeptide qui est caractérisé par la présence de plusieurs liaisons peptidiques. Les polypeptides sont donc des polyamides parce que c'est la fonction, il y a un groupement amide qui se répète chaque fois. Comme les polypeptides, les protéines sont des polyamides également. Seulement, les protéines ont des chaînes beaucoup plus longues. Ce sont des macromolécules, des masses molaires supérieures à 10 000 grammes par mol. Par exemple, quand on prend la molécule de l'hémoglobine, on aura une masse molaire de 60 000 grammes par mol. On prend la kératine des cheveux, l'insuline, qui est sécrétée par exemple par le pancréas. Ils sont également des molécules c'est des polymères de très longue chaîne. Donc ici, nous allons voir comment on synthétise réellement un peptide. Ils les ont la synthèse peptidique, comment on synthétise un polymère, comment on synthétise par exemple un dipeptide en question. Mais c'est un peu bon, non? Ok. Donc, on va continuer sur la synthèse peptidique. Comment on synthétise un polymère ou bien comment on synthétise un peptide avec les acides alpha-aminés. Quand on considère comment un mélange équimolaire de deux acides alpha-aminés, par exemple comme la glycine et la lignine, la condensation de ces deux acides alpha-aminés peut se faire de différentes manières. Dans un milieu réactionnel à 4 dipeptides différents. Donc ici, on peut avoir, nous avons vu comment ça se forme, il y a eu élimination élimination de la molécule d'eau entre les deux acides alpha-aminés. Quand on prend ici la glycine et la lignine, par exemple, vous avez ici, par exemple, quand on prend ici la glycine, a cédé un H à la fonction, comment on appelle ça, un OH de la fonction carboxylique à la lignine, pour donner, comment on appelle ça, gly-ala. Maintenant, on peut avoir une autre façon de former le dipeptide. On peut avoir gly-gly, parce que dans le milieu, c'est un milieu équimolaire de ces deux molécules. Donc, la molécule de la glycine peut se condenser sur elle-même pour donner un peptide gly-gly. La molécule de glycine peut se condenser avec la molécule de l'alaline pour donner, comment on appelle ça, gly-ala. Et même chose pour l'alaline. Donc, l'alanine peut se former avec la glycine et peut se condenser sur elle-même pour donner ala-ala. Donc, on obtient, comment on appelle ça, des peptides, des tripeptides et des tétrapeptides pour obtenir un seul dipeptide. La synthèse sélective peut être effectuée. C'est-à-dire quoi? On veut avoir uniquement, par exemple, ala-ala. Comment faire? Donc, il faut mettre, comment on appelle ça, alanine seule, ou bien mettre d'autres groupes qui peuvent bloquer soit la fonction acide ou bien la fonction amide. Donc ici, pour obtenir un seul dipeptide,
synthèse, c'est ce qu'on appelle la synthèse sélective d'un dipeptide, on procède des opérations d'activation. On peut activer, par exemple, la fonction acide carboxylique ou bien la fonction amine, ou bien bloquer ces fonctions, ce qu'on appelle désactivation. La fonction acide carboxylique est bloquée par transformation, en la transformant en ester et en la faisant réagir avec un alcool. Donc, pour transformer un acide carboxylide en un ester, il suffit de faire la condensation avec l'alcool. Donc, la fonction amine est bloquée par transformation en anide en la faisant réagir avec un chlorure d'acide, donc ou bien un anhydride d'acide. La fonction acide carboxylique est activée par transformation d'un chlorure, en la transformant en un chlorure d'acide par action, nous avons dit, des agents chlorurants tels que le chlorure de thionine, par exemple le chlorure de thionine, ou bien le pentachlorure de phosphore, ou bien le trichlorure de phosphore. On régénère la fonction bloquée lorsque la synthèse est terminée. Donc, on veut avoir un dipeptide bien défini, on a bloqué les fonctions qui peuvent empêcher de l'avoir. Après avoir fini, on peut les libérer de ce qu'on appelle, comment on appelle ça, la régénération des fonctions bloquées et des peptides. Donc, la synthèse d'un polypeptide s'effectue par liaison peptidique successive. Donc, on a une liaison peptidique, une autre, ainsi de suite, de manière successive. Lorsqu'on veut réaliser la synthèse d'un peptide à très grande chaîne, on lie généralement entre eux des petits peptides. Donc, nous allons voir comment on appelle ça. Après avoir synthétisé notre peptide ou bien notre polypeptide, la question se pose, est-ce que si je suis allé avec un acide aminé, comment on appelle ça, de configuration D, est-ce que dans mon peptide ou bien dans mon dipeptide, on peut avoir la même configuration? Et voilà, le blocage, par exemple, ou l'activation d'un groupe ne modifie pas la position des atomes de la molécule. Au cours de la synthèse peptidique, la configuration des atomes de carbone asymétriques situés en alpha se conserve. Donc, il n'y a pas de modification de la configuration de l'atome de carbone asymétrique. Donc, à partir d'un acide alpha-aminé, par exemple, de configuration L, on obtient un dipeptide de configuration LL. Donc, chacun des acides des deux molécules des acides aminés a conservé sa configuration. Mais si on parle d'un mélange racémique, c'est-à-dire qu'on mélange deux molécules, deux acides aminés, un de configuration L et l'autre de configuration D, on obtient 4 dipeptides différents suivant leur configuration. Et c'est ce que nous avons expliqué ici un peu haut. On obtient 4 selon leur configuration. Si par exemple on parle de L, ici D, on va avoir L, D, on va avoir D, D, on va avoir DL et on va avoir LL. Donc c'est ce que nous voulons expliquer par cela. Donc quand on parle d'un mélange racémique, on obtient également les dipeptides, 4 dipeptides de configurations différentes. Donc la dernière partie de ce chapitre, c'est la décarboxylation. La décarboxylation est par définition le fait d'élever par exemple la fonction acide. Par exemple, la molécule de CO2 va s'échapper en faisant réagir avec d'autres réactifs ou bien en chauffant pour effectuer la réaction de décarboxylation. Donc la décarboxylation d'une molécule d'acide alpha-aminé, ça va donner quoi réellement?
ça va donner ce qu'on appelle les amines, parce que la fonction acide est coupée, on va avoir tout simplement un R, NH, NH2, on va avoir des amines primaires plus de CO2 qui s'échappent. Voilà. D'une manière générale, dans ce chapitre, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut savoir identifier dans une molécule ce qu'on appelle un atome de carbone asymétrique, savoir que la molécule est chirale ou pas. Si la molécule est chirale, est-ce qu'il est capable de faire la représentation spatiale ou bien la représentation de Fischer? Est-ce que vous serez capable d'identifier les différents énantiomères, à savoir l'énantiomère L ou D, selon la position des groupements amino, qu'ils soient à gauche ou à droite? Et après cela, est-ce que vous pouvez, comment on appelle ça, réaliser la synthèse d'un dipeptide et avec la liaison peptidique bien distincte? Voilà. Est-ce que c'est possible également de savoir réellement synthétiser un peptide en présence d'autres fonctions qui peuvent bloquer la réalisation du peptide ou bien du dipeptide voulu? Donc, il faut savoir utiliser, comment on appelle ça, les mécanismes de désactivation ou bien d'activation d'une des fonctions amino ou bien acide. Après cela, il faut savoir que dans la synthèse, après avoir synthétisé les peptides ou bien les dipeptides, notre atome de carbone asymétrique ne change pas sa configuration. Donc la molécule, le carbone asymétrique, si on part de L, il sera toujours L, parce que le mécanisme d'activation ou bien de régénération ne permettait pas de changer la configuration ou bien la modification de la position des différents groupes liés au carbone asymétrique. Après cela, il faut savoir que la décarboxylation d'un acide alpha-aminé donne ce qu'on appelle les amines primaires. Et voilà la fin de ce chapitre. On va essayer de faire des TD, des exercices pour pouvoir un peu appuyer. Là où on n'a pas bien compris, dans les TD, on va essayer de continuer, essayer d'expliquer un peu plus clairement les différentes parties. Donc ici, ce qu'on a omis, c'est tout simplement la formule générale des acides alpha-aminés. Nous avons dit c'est CNH2N plus 1, O2N. Et leur formule brute ou bien leur masse molaire est de 14N plus 47. Voilà. Donc nous sommes à la fin de ce chapitre. On va essayer de faire des exercices et puis continuer sur la partie physique. Et c'est la fin également de la partie chimie sur la chimie organique. Donc il faut tout simplement s'exercer, beaucoup s'exercer pour pouvoir continuer à apprendre, essayer de maîtriser ce qu'on avait fait en classe et puis approfondir les connaissances. Et voilà. Donc, il y aura une fiche de TD qui va suivre ces chapitres. Et s'il y a des questions, vous pouvez poser, vous pouvez écrire, et puis on va essayer d'expliquer ces questions-là. Et voilà, c'est la fin de ce chapitre. Et la fin de la partie chimie, ça va rester la partie physique sur les vibrations. Voilà. OK.